Bonjour Yann, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Yann Holtz, je suis dans Ouais. le sud de la France, à Montpellier. Je suis passionné de pas mal de choses dans la vie, et notamment de visualisation de données. J'ai travaillé dans plein de facettes de la visualisation de données dans ces 10 dernières années, on va dire. Ouais, Et, euh, et voilà. très bien. Et est-ce que tu peux nous aussi parler un peu de ton parcours? Alors, ouais, il y a une dizaine d'années, j'ai été diplômé d'une école qui s'appelle Montpellier Supagro. Ouais. C'est une école d'agronomie, et j'étais spécialisé en génétique. De là, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a quelqu'un de génial qui s'appelle Jacques David qui m'a proposé de commencer à travailler sur la génétique du blé. Ouais, Et donc pendant quelques années, je travaillais en recherche sur la génétique du blé. Donc en gros, ce qu'on faisait, un des projets principaux que j'utilise pour expliquer ce que je faisais, on avait une maladie, certains plants de blé qui résistaient, certains qui résistaient pas. ouais, On récupérait l'ADN de ces plantes, on comparait l'ADN et on essayait de comprendre pourquoi est-ce que certains plants de blé résistaient, pourquoi certains autres ne résistaient pas. d'accord. Donc en fait, pour faire ce genre de choses, on récupère des énormes masses de données, à savoir l'ADN, et la seule manière de les analyser, c'est d'utiliser de la programmation informatique, Ouais, parce que c'est pas possible d'ouvrir ces données-là dans Excel. Et donc je commençais à apprendre à coder, un peu en Python pour faire la partie bioinformatique, et un peu en R pour faire la partie analyse de données derrière, statistique. d'accord. Et il s'est trouvé que ça m'a vachement plu. Et ce qui m'a le plus plu, c'est la dernière étape du pipeline d'analyse de données, à savoir, à la fin, créer les graphiques pour visualiser l'information et la comprendre. D'accord. Là, j'ai eu un autre coup de bol, c'est qu'il y a un copain à moi qui s'appelle Guillaume Debreu, qui travaille sur Internet, et Ouais, qui m'a expliqué qu'on pouvait faire des sites web assez facilement, via des outils comme WordPress, par exemple. Et ça m'a donné l'idée, en fait, de mettre en place une galerie de graphiques, qui s'appelle Graph Gallery. Et ouais, donc, en gros, c'était une collection de plein de graphiques faits en R, avec le code qui permet de faire le graphique. Parce que j'avais observé que j'oubliais toujours comment faire les graphiques, et que les gens savaient pas trop où trouver l'information pour apprendre à faire ces graphiques-là. Et donc en fait, en parallèle de mon travail, j'ai commencé à développer ce site web. Ça a bien marché. Et du coup, au bout d'environ 5 ans de bioinformaticien à l'INRA, il y a un institut de recherche en Australie qui m'a contacté ouais, pour me proposer de venir travailler chez eux. C'est le QBI, le Queensland Brain Institute. Et donc c'est quelqu'un qui s'appelle John McGrath qui m'a contacté et qui m'a proposé de venir travailler avec lui. Et du coup, là, mon travail, c'était à moitié de la bioinformatique, sur de l'ADN d'humain et plus de blé, ouais, et à moitié d'être le référent analyse de données, visualisation de données dans le labo. ouais. Donc en gros, c'était pas mal. La moitié du temps, je faisais mon papier de recherche, ma recherche. Et l'autre moitié du temps, il y a un peu tous les thésards, post-docs, chercheurs qui venaient me voir, qui me disaient j'ai tel jeu de données, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comment est-ce qu'il faut que je le visualise j'ai tel problème en R, comment je fais c'est quoi GitHub, comment est-ce que je fais pour l'utiliser bref, j'étais devenu un peu le data analyst référent du labo. Et C'est ça, c'était chouette. ouais. C'est marrant parce que j'ai un peu cette position dans mon labo. Alors D'accord. moi, c'est pas 50-50, c'est plus, on va dire, 70% de mon temps sur mes projets de recherche, mais 30% du temps, c'est exactement ça. Je suis un peu référent, analyse et visualisation des données. Ok, ouais. Ben moi, c'est Ouais. une position qui m'a énormément plu. Ouais. Parce que Moi aussi, ouais, j'avais j'aime beaucoup. l'impression Ouais. de quelque chose que je reproche dans la recherche, c'est qu'on a tendance à être dans son papier, dans son monde, dans son petit projet de recherche, alors que quand on a cette position plus d'ingénieur référent, on va se retrouver à aider beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus concret. Et j'avais l'impression de plus avoir un pied dans le monde réel, quoi. Ouais. Donc ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu, et en plus de ça, ça m'a permis de développer des nouvelles compétences. Enfin, ça m'a permis de vraiment me développer en termes de data viz. Et ça m'a donné l'idée de nous créer un autre site web qui s'appelle Data2Viz, Ouais. et on pourra en reparler plus tard, mais en gros, c'est un site web qui permet aux gens de comprendre quel type de graphique ils peuvent faire à partir d'un type de données. Ouais. Donc j'ai un tableau avec 3 colonnes, qu'est-ce que je peux faire comme type de graphique, et ensuite lequel il faut que je choisisse, lequel est le plus adapté, etc. Donc en fait, j'ai continué à faire pareil en Australie, j'avais mon vrai boulot, et à côté de ça, je continuais à développer mes sites web. Et c'est aussi le moment où j'ai fait Python Graph Gallery, la même chose que R Graph Gallery, mais en Python. Ouais. Et il y a encore quelque chose d'autre que je faisais, c'était de la vulgarisation de recherche scientifique. Ouais. Donc en fait, le mec qui m'embauchait, il faisait beaucoup de gros papiers dans lesquels il y avait beaucoup de données et beaucoup de résultats. Et du coup, en fait, ce qu'il voulait faire, c'est en plus de la publication scientifique, faire des sortes de petits sites web qui permettent d'explorer l'information, Ah, c'est intéressant avec ça. beaucoup de graphiques et des boutons qui permettent de dire voilà, dans le papier, vous avez beaucoup parlé du résultat entre une maladie A et une maladie B, mais moi j'étudie la maladie C, et du coup, ben, on va pouvoir cliquer sur le bouton et avoir les résultats pour la maladie C, etc. Et donc j'ai commencé à faire de la visualisation pour le web.
J'ai commencé à faire des graphiques interactifs, des boutons, etc. J'ai commencé à découvrir vraiment le développement web. Au début, je le faisais avec un outil qui s'appelle Air Shiny. Ouais, C'est quelque chose qui permet de faire des applications web en R. Très vite, j'ai compris les limitations de Shiny et j'ai commencé à apprendre le JavaScript. d'accord. Et donc ça, c'est un peu la fin de mon expérience en Australie. J'ai commencé vaguement à savoir faire un tout petit peu de JavaScript. Et de là, je suis rentré en France pour des raisons plus personnelles, on va dire. Et je me suis dit que j'allais me mettre en freelance. Mais ça n'a pas marché parce que très vite, il y a une entreprise américaine qui s'appelle Datadog Ouais, qui m'a contacté et qui m'a dit tu sais faire de la data viz, tu sais faire de l'analyse de données, tu sais pas encore faire trop de JavaScript, mais c'est pas grave, nous on a besoin de gens comme toi. Et donc ils m'ont recruté. d'accord. Donc là maintenant, ça fait 3 ans et demi que je travaille pour cette entreprise qui s'appelle Datadog. C'est une entreprise américaine, mais moi je suis ce qu'on appelle en full remote à Montpellier, donc je travaille de Ouais, chez moi, enfin j'ai un espace de coworking, mais je travaille de Montpellier tout le temps. Et donc mon boulot maintenant, c'est encore de faire des graphiques, mais qui n'ont plus rien à voir avec avant. C'est de faire des graphiques très compliqués, très performants, qui peuvent ingérer énormément de données et qui ne sont pas du tout statiques. C'est-à-dire que contrairement à ouais. avant où on faisait un papier et ensuite on l'imprimait dans un papier scientifique ou alors un graphique pour un jeu de données mais qui avale pas d'autres jeux de données. Là maintenant, le client en fait, il a un dashboard, il peut rentrer ses données dedans et grâce à notre librairie de visualisation, il peut comprendre ce qu'il y a dans ces données. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise produit tout un package de solutions pour la visualisation des données dynamiques. Exactement, D'accord. c'est ça, exactement. Et donc du coup, en fait, je trouve ça intéressant parce que je découvre encore une fois une nouvelle facette du monde de la data viz Ouais, qui n'a vraiment plus rien à voir, quoi. Mon métier aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle software engineer, donc ouais. je suis vraiment développeur, ce qui était pas le cas avant. Et du coup, je suis assez content de voir une nouvelle facette de ce monde-là. Et je trouve ça c'est quelque chose que j'aime dans ma carrière, quoi. C'est assez riche d'avoir vu plein de manières différentes d'analyser et visualiser des données. Et, euh, et donc du coup, moi je considère que j'ai deux jobs à l'heure actuelle. J'ai ce travail pour Datadog, Ouais. je travaille à 80%. Et en plus de ça, je dois avoir un 40% où je continue à développer mes sites web. Donc maintenant j'ai 6 sites web qui parlent de DataVis. Et donc c'est quelque chose d'important pour moi et qui me prend Ouais. encore beaucoup, beaucoup de temps aussi. En plus, c'est des sites web qui sont vachement connus parce que moi, c'est marrant parce que je te connaissais pas avant récemment, mais je donne des cours de R et dans tous mes cours de R, je pars de R Gallery. Tu vois, ça Bah, fait c'est super, partie quand je il faut parle apprendre. quand je fais le cours sur la visualisation des données, je les envoie toujours vers ce site-là, quoi. Bah, En disant, c'est bien, il faut continuer. voilà. Non, ouais, Non, non, c'est vraiment une super ressource, quoi. ouais, c'est des sites qui ont bien marché. Je pense que le concept avait réellement un besoin là-dessus, en fait. Et du coup, effectivement, c'est des sites web qui ont bien marché. Là, à l'heure actuelle, j'ai quelque chose comme 1,5 million de pages vues par mois. Oui. Donc c'est. Donc ouais, j'ai l'impression de rendre service un peu Ouais. à des gens via ces trucs-là. Bon, il se trouve que du coup, je travaille beaucoup, avec 80 plus 40, je suis à peu près à 120%, on va Ouais. dire. Mais bon, je suis vraiment passionné par ce que je fais, ça me plaît beaucoup, donc c'est cool, je continue comme ça pour l'instant. D'accord. Alors, moi, je fais beaucoup de visualisation des données avec R, justement, où j'ai par exemple fait quelques petites choses avec Shiny, tout ça et tout. Mais moi, par exemple, j'ai très peu fait de Python, je fais pas de JavaScript, tout ça. Pour toi, maintenant, on va dire, toi qui as touché à tout, dans les visualisations les plus modernes, tu conseillerais quoi? C'est-à-dire que pour toi, on peut toujours continuer avec juste du R, ou Alors, maintenant, il faudrait vraiment qu'on se forme à des trucs plus complexes. le... donc R et Python, c'est relativement similaire. Ouais. C'est deux langages qui font, en termes d'analyse de données, c'est deux langages qui sont assez proches. Bon, il y a des avantages sur certains, des inconvénients sur d'autres. Enfin, mais globalement, c'est assez proche, c'est la même philosophie. Et on peut faire énormément de choses avec. Il y a quelqu'un qui s'appelle Cédric Scherer sur Twitter, Ouais. qui pousse vraiment la visualisation en R au plus haut, quoi. Il est vraiment capable de faire des graphiques qui sont incroyables. En R, il n'y a pas de limite. On a un papier, un crayon, on peut tout dessiner en R. Je veux dire, on peut absolument tout faire. La seule limite qu'il y a, c'est l'interactivité. Ouais. Alors, il y a des solutions. Il y a des packages qui s'appellent Plotly, par exemple. Ouais. Il y a des packages qui s'appellent Shiny. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait du Plotly ou du Shiny, on fait du JavaScript. C'est juste qu'on s'en rend pas compte. D'accord. C'est-à-dire que c'est du code JavaScript qui a été wrappé, qui a été Ouais. entouré par du code R. Donc on appelle une fonction R, mais derrière c'est du JavaScript qu'on fait. Et donc du coup assez vite on arrive un petit peu à une certaine limite parce qu'on utilise un langage qui n'est pas fait pour ça, pour en appeler un autre. Et du coup même si on peut faire énormément de choses, ça va commencer à valoir le coup d'apprendre JavaScript et du coup souvent d'apprendre une librairie qui s'appelle D3 D'accord. qui permet de faire la visualisation de données. Donc en fait ma réponse c'est si on veut faire du statique,
si on veut faire des graphiques qu'on peut imprimer, qu'on peut prendre en photo, R va permettre de tout faire, sans problème. Par contre, c'est quand on va vouloir faire quelque chose sur le web, dans un browser, que là, il va falloir passer à autre chose, commencer à apprendre JavaScript, et souvent D3JS, même si c'est pas la seule solution. D'accord, ouais. En fait, je trouve ça intéressant parce que moi, je réfléchis beaucoup à l'heure actuelle à l'évolution de la communication scientifique et notamment des papiers scientifiques. Et pour l'instant, que ce soit les papiers ou même les congrès, on est vraiment encore sur des choses extrêmement statiques, une photo, une image, voilà. Ouais, bah alors Mais je commence à me dire que ce serait intéressant d'aller plus loin, quoi. Mais, alors moi je suis complètement d'accord avec toi, et c'est quelque chose que je trouve presque un peu sidérant, à quel point le format des papiers de recherche est resté un peu à l'âge de pierre, ouais, alors que la technologie a énormément évolué. Donc à l'heure actuelle, quand on va sur le site web d'un papier de recherche, on se retrouve à avoir à peu près la même chose qu'un papier imprimé. oui, Donc on va avoir des figures statiques, du texte statique, assez peu de place pour les figures. C'est assez triste quand on voit ce qu'on est capable de faire maintenant. Quelque chose qui se développe énormément, c'est le concept de notebook. Donc, un concept de ouais, notebook, c'est un fichier, c'est une page web dans laquelle on va pouvoir mettre du texte, des explications, du code et des graphiques et des images. Et, euh, et ces notebooks, maintenant, on sait complètement les faire interactifs. C'est-à-dire que, par exemple, en changeant un petit bout de code ou en changeant les formats les données qu'on a en entrée, tout va s'updater, et on va avoir un nouveau notebook avec enfin, une nouvelle version du notebook, quoi. ouais. Et donc moi je trouve qu'on pourrait complètement imaginer aller beaucoup plus loin dans les résultats de papier de recherche. On pourrait avoir des figures interactives, on pourrait avoir du code qui est fourni dans le papier pour être sûr que le gars n'a pas fait n'importe quoi, pour être sûr de pouvoir le reproduire. On pourrait se dire, ah mais tiens, il a utilisé tel paramètre dans le modèle, je serais vraiment curieux de savoir ce qui se passerait si j'avais mis tel paramètre à la place. Et là, dans le notebook, on pourrait changer le Oui. paramètre et ça changerait le papier. Attention, souvent la recherche c'est beaucoup plus compliqué que ça, et ça serait vraiment. Enfin, ce que je fais, c'est un peu une caricature, quoi. Ça marcherait pas du tout dans tous les cas, mais il y a certains cas où ça pourrait marcher. Ouais. Ou un exemple concret, par exemple, dans un papier de recherche, je vais avoir un scatterplot Oui. qui montre une corrélation entre deux variables. Je vais avoir un point qui paraît un peu bizarre sur le scatterplot. Bon, bah, c'est imprimé, je peux pas en savoir plus. Et aujourd'hui, on sait quand même très bien mettre un tooltip au niveau de ce petit point isolé et comprendre qu'est-ce qui se passe avec cet échantillon. Je sais pas moi, si c'est un pays par exemple, quel pays c'est, Oui. ce genre d'informations. Des fois, c'est vraiment frustrant de ne pas avoir de l'interactivité dans les papiers Oui. scientifiques, je trouve, quoi. C'est marrant ce que tu dis parce que moi, tu vois, je commence à utiliser avec des notebooks pour faire des papiers, mais en fait, c'est pour générer le PDF final, tu vois. Donc à la fin, on reste, malgré les outils interactifs, ça nous permet de mettre à jour les figures au fur et à mesure qu'on Mm, travaille dessus, mm, quoi. mm. Que nos données évoluent, par exemple, typiquement, tu vois, le petit point en haut, au final, on analyse et on dit que en fait, c'est une donnée aberrante, donc on enlève et donc tous les graphiques se mettent à jour, quoi. Exactement. Mais le papier final, ça reste complètement statique et fermé, quoi. Ouais. Donc Et, j'imagine que l'outil que tu utilises, c'est Air Markdown. ouais, c'est Air Markdown que je l'utilise avec. Notamment, je l'utilise beaucoup pour. Je forme mes étudiants à ça, pour quand ils font, tu sais, au fur et à mesure, pour faire des rapports, Mm, pour nous montrer où ils en sont, tout ça. exactement. Moi, en fonction avec les chercheurs avec qui je travaille, moi, je regarde le code, parce Mm, que je sais le lire et que c'est moi qui les ai formés de toute façon. mm. Mais mes autres collègues, eux, ne le font pas. Donc, eux, ils cachent les codes et ils regardent juste les textes et les graphes et les interprétations, quoi. C'est ça qui est génial. Mais Donc ça permet moi, de Air communiquer pas Markdown, je mal, ouais. pense que ça doit être dans le top 5 des outils que je préfère sur cette planète. C'est Ouais. quelque chose, je trouve que c'est une révolution, je trouve que c'est fantastique. En fait, le résultat d'une analyse ne devrait pas être séparé de son code et de ses figures, et le fait de pouvoir tout updater en un clic juste en ayant changé quelque chose, enfin, moi je trouve ça absolument magique. Ouais. Et je trouve ça génial que tu l'utilises avec tes étudiants, et je pense qu'il faut vraiment faire passer le message que toutes les personnes qui analysent des données sur cette planète, elles se servent de ce genre d'outils parce que ça prend 5 minutes à prendre en main, il y a vraiment 3 syntaxes à connaître. Et derrière, pour moi, il y a un gain de temps qui est monstrueux et une qualité d'analyse qui est vraiment améliorée, quoi. Alors moi j'ai une limite un peu con, hein, mais c'est que moi je suis dysorthographique, donc j'ai pas un niveau d'orthographe très bon. Et pour Ok. l'instant, aucun de ces logiciels est connecté avec des bons correcteurs d'orthographe, tout ça et tout. Donc moi je peux pas rédiger directement dedans. Mais Ok, alors, donc en fait, moi, ça fait longtemps que j'utilise plus trop RStudio, parce que ça fait ouais, 4 ans que je fais du JavaScript, donc j'utilise un éditeur de texte qui s'appelle VS Code. ouais, Et dans VS Code, il y a une extension qui permet d'avoir Grammarly, qui est appliquée ouais, dans son code Markdown. Donc Grammarly, je pense que tout le monde connaît, ouais, je c'est le vois. Ouais. vraiment un gros outil de correction de grammaire qui est très, 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 très puissant. Je suis étonné que ça marche pas dans Eh ben RStudio. je sais pas, je l'ai pas cherché, hein. Ouais, Peut-être que maintenant il y a je- des modules pour faire ça.
Si Faudrait que ça, je si regarde, ça ouais. n'existe pas, il faut le faire parce que ça Ouais. va marcher. Ouais, ouais. Mais je sais pas non plus. Ben, je vais regarder, tiens, je te dirai, je regarderai parce que tu vois, c'est une limite tout con, mais tu vois, Ouais. dans Word, j'ai tout ça, et donc Ouais. Ah non, ça c'est oui, voilà. c'est Et puis il y a aussi quand même un truc que je maîtrise pas bien et qu'il faudrait que je vois comment faire. Mais je pense que là, c'est des solutions GitHub, des trucs comme ça, pour justement les correcteurs de tous les corrections des relecteurs, des trucs comme ça. Ah, pour avoir du contrôle de version, des Ouais, les commentaires, contrôles etc. version, des commentaires, des choses comme ça, que quelqu'un les relie. Parce Mm. que je sais qu'on peut insérer des commentaires en Markdown, des trucs comme ça. Mm. Mais pareil, tu vois, si tu connais pas, il faut Alors, connaître l'outil, quoi. en fait, nous, ce qu'on fait, donc moi dans mon travail, c'est de faire du code. Ouais, Et donc en fait, on a ce qu'on appelle la code base, c'est tout le code de mon entreprise. Et chaque jour, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle des pull requests. Donc les pull requests, en fait, c'est des propositions de changement à ce code. Donc je dis, ben voilà, ligne 129, au lieu d'écrire ça, je pense qu'il faudrait écrire ça et ça marcherait mieux. Tout ça, je l'envoie sur une plateforme qui s'appelle GitHub, qui store notre code. Et ensuite, j'ai des collègues qui vont aller relire mon code et qui vont dire s'ils trouvent ça bien ou pas, et qui ouais. potentiellement vont le commenter. Et donc en fait, je ne sais pas si ça marcherait, c'est peut-être un peu perché comme idée, mais on pourrait imaginer que tu aies un fichier Markdown enfin R Markdown pour tes Ouais, analyses, que tu le mettes sur GitHub, et qu'ensuite les gens viennent commenter sur GitHub. ouais. Au lieu de commenter sur Microsoft Word comme tu en as l'habitude, bah, ils mettraient un commentaire sur GitHub et tu n'aurais plus qu'à aller faire la modif qui est demandée. Ouais, il faudrait que je vois. Je sais pas s'il y a des gens qui le font déjà, mais Le problème, c'est qu'on n'aura jamais un setup avec tout le monde qui utilise GitHub dans la recherche. Parce que les gens qui font beaucoup d'analyse de données, ça les intéresse, mais il y a aussi des gens qui en font beaucoup moins et qui vont jamais faire l'effort d'aller en compte GitHub. Donc il y a vraiment une grosse limite dans ce que je suis en train de raconter, mais c'est bah, un après, il y a système des, qu'on il y pourrait a des imaginer. outils qui se développent doucement. Il y a GitLab, il y a des choses comme ça qui se développent doucement là-dessus. Nous, Ok, là, on va commencer à travailler sur des cahiers de labo électroniques. Parce que dans la recherche, les cahiers de laboratoire, c'est vachement important parce que ça fait le suivi de toutes les manips ouais. et c'est des choses sur lesquelles tu n'as pas droit d'effacer des choses. Et justement, je suis étonné que ça soit électronique, parce que je croyais que justement il fallait que ça soit sur papier pour pas qu'il puisse y avoir d'édition. Et ben justement, maintenant, il y a des systèmes où en fait, bah, ils reprennent un peu les systèmes de Git, tout ça, où en fait, D'accord, ouais. toutes les modifications sont enregistrées, Hmm. sont listées, sont codées, et donc Ok, ouais. avec des systèmes de droit. Donc nous, on devrait commencer à le tester d'ici un mois. Ok. C'est des choses que le CNRS a adoptées, que INRAE commence à adopter. Je trouve ça intéressant, Hmm. voir comment ça porte, tout ça et tout. Ouais, c'est vrai que c'est marrant que Voilà. la révolution numérique soit pas encore arrivée sur les cahiers de labo. Ouais. Enfin, je connais pas très bien le monde du labo, Non, mais bah, ouais, ça se tient qu'il y a un changement. voilà. Ouais. Mais après, c'est aussi plein d'outils pratiques, enfin de praticité. Par exemple, dans un labo, tu es dans ton labo à la paillasse, tout ça, un cahier et un stylo, Ouais, c'est facile, c'est facile. carrément. Ouais. Voilà. Mm. Alors Mais en que, tout cas, je retiens ce que tu disais sur la limite du R Markdown, sur ensuite l'édition de papier, etc. C'est intéressant. Il y a peut-être des trucs à faire, peut-être des trucs à inventer là-dedans. ouais. Dans le même genre de choses, il y a des gens qui commencent à explorer ce qu'ils appellent en fait des papiers permanents, où en fait c'est sous forme de blog, où en fait ils incrémentent le blog au fur et à mesure que leur recherche avance. D'accord. Et tu retrouves leurs 15 dernières années de recherche avec, quand ils testent des nouvelles choses, ils les branchent, et ils rajoutent des graphes, tout ça et tout. Ok, Et ouais. Incroyable. ils commencent à tester des choses comme ça, quoi. Ok, ça je connaissais pas comme mode de fonctionnement pour la recherche, mais je trouve ça hyper intéressant. Voilà, après, bah, c'est pas des choses qui sont reviewées par des pairs, c'est pas, donc il n'y a pas de système de vérification, des choses comme ça. Enfin, institutionnellement, c'est pas encore mis en place, quoi. Mm, Mais mm. ouais, ils font cet effort-là, puis en plus, ils font des vrais papiers. Ouais. Donc, enfin, pas des Oui, vrais j'imagine qu'à la fin, quand ils classiques. sont vraiment contents de ce qu'ils ont trouvé, ils transforment leur article de blog en un vrai papier scientifique Bah ouais, et en fait, au fur et à mesure, moi qui est j'avais vu, revu, je me rappelle etc. plus qui faisait ça, mais j'avais lu ça, et en fait, régulièrement, tu avais le lien vers le papier, Mm. si tu voulais, et toute une section, hop, tu avais un papier scientifique. Ouais, voilà, ok. Et en fait, dans leur papier complet, enfin leur Mm. papier permanent, il y avait peut-être 4 5 papiers déjà publiés ailleurs, quoi. Mais je trouve ça génial parce que moi, enfin, le peu d'expérience de recherche que j'ai, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a quand même un énorme décalage entre le moment où le résultat est trouvé et le moment où il y a une publication officielle qui est partagée par tous. Ouais. Et du coup, effectivement, avoir ce genre de système, ça pourrait permettre de diminuer ce décalage, quoi. Ouais, mais là, on tombe dans un débat qui a été notamment très fort dans les dernières années avec le Covid. C'est que avec le Covid, on a essayé d'aller très vite, de partager énormément de choses, et il y a plein de papiers qui ont été partagés avant toute vérification. Ouais, et ça Et se notamment, revend. il y a eu un énorme scandale où, en fait, il y avait une entreprise privée qui avait dit qu'elle avait accès à 10 000 patients anglais avec une grosse étude sur le Covid. Et en fait, il s'est révélé que non, en fait, ces patients, ils n'existaient pas. En fait. C'est une Ah ouais. entreprise qui avait menti sur son jeu de données, il n'existait pas, en fait. Ils inventaient les données, quoi.
Et en fait, ça s'est trouvé très vite. C'est-à-dire, dès que les premières vérifications, dès que le reviewing du papier s'est fait normalement, Mm. les gens, ils ont demandé accès à la base de données, logiquement, et ils les ont pas eu, tout ça et tout. Donc, ils ont refusé tous les papiers en disant, bah, attendez, Vous rigolez, quoi. c'est quoi cette histoire? Mais entre-temps, Ouais. ça avait déjà été mis dans les médias, déjà été partout, et ça a fait un gros scandale. Ouais, c'est sûr que la peer review, c'est une étape qui est absolument indispensable et du coup, on peut pas aller trop vite non plus, quoi. Bah voilà, donc il y a toujours ce délai qui est important, mais on travaille dessus, il y a plein de trucs qui travaillent dessus. Ok. C'est des gros challenges, surtout dans ces périodes où la science est énormément regardée par le grand public. Oui. Faut pas se permettre de faire n'importe quoi. Bah oui, voilà, Mm. donc c'est un système qui marche, qui a fait ses preuves, qui marche bien, le papier, le peer reviewing, tout ça et tout, mais qui est ancien et qu'on essaye de faire évoluer, quoi. Mais Mm. donc voilà. Donc, les graphes animés, tout ça, ça peut être des options. Voilà. Après, je pense que pour que ça puisse évoluer, il faut que ça soit de plus en plus simple de faire des. Si on reste sur l'exemple des graphiques interactifs, que ce soit Oui, de plus en plus simple de mettre en place ces graphiques interactifs. oui, Et il y a pas mal d'outils qui se développent et qui permettent de faire en sorte que ça soit de plus en plus simple. oui, Mais je pense que c'était une première étape, c'était que ça devienne simple, que les gens aient envie de le faire. Et maintenant, il va falloir que les maisons d'édition elles se mettent à la page pour pouvoir le permettre. oui. Avec, ouais. Après, ça commence par exemple, maintenant, on peut faire des abstracts graphiques. C'est-à-dire qu'il y a certains papiers où, en plus de ton texte, on te demande de faire une image qui résume le Mm, papier. mm. Souvent, c'est des trucs un peu stylisés, un peu infographie. Ouais, Mais en fait, si tu pouvais faire un graphe automatique, bien fait, animé avec toutes tes données dedans, tu vois, ouais, ça pourrait ça être pourrait être stylé, encore ouais, mieux, quoi. carrément. Ok, merci pour tout ce débat un peu là-dessus. J'aimerais un peu maintenant discuter plus de toi personnellement. Et donc, je pose toujours un peu les mêmes questions que je trouve intéressantes. Donc, la première, c'est une source de fierté. Quelque chose dans tout ton parcours où tu t'es dit, où tu es particulièrement fier d'avoir fait. Euh, Bah, je suis assez fier d'être parti un peu de zéro et d'avoir réussi à vachement évoluer dans ma carrière. Ouais, Je suis assez fier en fait Donc aujourd'hui je suis développeur alors que j'ai fait des études d'agronomie. Et donc en fait tout le gap qu'il y a entre les deux, je l'ai fait tout seul. J'ai passé des heures et des heures à regarder des vidéos YouTube, à lire des blogs, à bidouiller du code, à m'amuser comme ça. Et, euh, et au début, je sais que la première fois que j'ai lancé mon premier site, là, Graph Gallery, il y a des gens qui m'ont dit, mais à quoi ça sert ton truc? Il y a Stack Overflow qui est là. Enfin, ça sert ouais. un peu à rien, quoi. Et je suis assez fier d'avoir persisté, d'avoir tout appris. Et maintenant, je me retrouve à travailler dans une grande boîte de tech. J'ai des sites web qui marchent bien. Je suis assez fier de ce parcours-là, quoi. De m'être bougé, d'être parti de zéro et d'avoir tout appris tout seul pour en arriver là. Donc, ouais, ça, je pense que c'est une source de fierté. Je pense que j'ai eu de la chance aussi, quand même. Ouais. J'ai eu de la chance notamment sur les gens qui m'ont entouré. J'ai vraiment eu la chance de tomber sur des chefs super qui m'ont laissé de la flexibilité, qui m'ont donné tous les outils qu'il fallait pour me former, etc. Ça, c'est pas tout le monde a eu cette chance-là. Mais malgré tout, je me suis quand même pas mal bougé et du coup, ouais, je suis assez fier d'en être là où je suis maintenant en partant, euh, en partant de zéro en termes de programmation, quoi. Ouais. C'est marrant ce que tu disais par rapport à Stack Overflow, parce que j'ai l'impression que maintenant, ça a encore plus de pertinence d'avoir AirGallery, parce que maintenant, en fait, comme avec Python, il y a beaucoup d'analyses de données, tout ça et tout, et qu'il y a beaucoup de packages qui ont les mêmes noms, en Ouais. R et Python, des choses Mm. comme ça, parfois tu cherches, tu tombes sur Stack Overflow, et tu mets peut-être 10 minutes, parce que tu as un truc compliqué, à comprendre qu'en fait, là, de toute façon, il parle de Python. Ouais, voilà. Mm. Et Bah, de toute donc, façon, c'est la limite de Stack Overflow, c'est que ça va toujours prendre un peu de temps de comprendre est-ce que c'est la bonne question qui a été posée, est-ce que c'est vraiment la même question que je me pose, voilà. est-ce que les gens qui ont répondu sont compétents ou est-ce qu'ils racontent n'importe quoi. Et ensuite, l'exemple que tu viens de donner, donc par exemple, j'imagine que tu penses à ggplot2, il y a une version de ggplot2 en Python. Je pensais même à Et- Plotly, par exemple. Ah oui, effectivement, Plotly aussi, ouais. Oui, c'est vrai, Plotly, il a une API Python aussi, ouais. Et c'est vrai que du coup, ça peut être frustrant, ouais. Alors que sur Graph Gallery, je veux un scatterplot, tiens, je veux celui-là, normalement, je mets mes données, c'est parti, quoi. Voilà, c'est ça. C'est Ouais. exactement pour ça que je trouve ça pas mal d'avoir un site spécialisé, quoi. Mm, mm. Après, le pendant de la source de fierté, c'est est-ce qu'il y a eu une erreur, un échec, un truc qui s'est mal passé, mais qui t'a appris et que tu aimerais partager? Tu veux dire en vie perso ou toujours relié à Comme tu veux, ces... l'un ou l'autre, hein, moi, j'ai tendance à penser qu'en fait, on est les deux en permanence, plus ou moins. Donc, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Qu'est-ce que c'est mes échecs? En fait, c'est marrant parce que
Moi, quand on me demande un échec dans ma vie, moi, quand j'étais petit, je faisais de la voile à haut niveau. Ouais, Et, donc, ça marche comme ça. Il y a des régates pendant l'année en France. Et si on fait partie des meilleurs Français, on est sélectionné pour aller au championnat du monde. Et ouais, ouais. on représente la France au championnat du monde, quoi. Et une année, je faisais partie des favoris. Il y a eu une épreuve à laquelle je participais. Et il fallait que j'assure pour pouvoir me sélectionner, être Ouais, ouais. dans l'équipe de France. Et j'ai complètement craqué psychologiquement. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fini Ouais. vraiment très très loin de mes ambitions. Et ça a toujours été un échec, enfin, le premier gros échec de ma vie, quoi. Donc, quand on me demande un échec, je repense toujours à ça. Sauf que j'avais 15 ans, donc Ah bah, pourquoi pas? c'est pas du tout dans le thème pour cette interview, mais j'avoue que c'est ça qui me vient à l'esprit. Non. Et t'as continué après la voile ou... J'ai continué à faire de la voile à relativement haut niveau jusqu'à mes 19 ans. Et après, Ouais, je me suis mis à faire des études. Donc, c'était pas possible de faire les études plus la voile parce ouais, que ça prenait trop de temps. Et par contre, je me suis mis à entraîner du coup. J'étais entraîneur d'accord. d'une équipe de voile à Montpellier. Ça a pas mal financé mes études, c'était cool. Ah oui, ouais, Ouais. c'est pas mal. Ouais, ouais. Après, moi, je comprends parce que, tu vois, moi, j'avais discuté avec quelqu'un et l'échec de sa vie, c'est de s'être blessé au genou quand il avait 17 ans au tennis. Mm. Et bah, ça a arrêté sa Ça a carrière été de sa carrière. tennis. Mm. Et il a fait plein de choses hein, depuis, hein, mais Mm. il a toujours pas digéré. Je crois qu'il a Ouais. 40 ans maintenant. Ouais, Et il l'a bah pas tu digéré, vois, quoi. bah, c'est Hein, marrant cette que c'est blessure, le tu premier truc vois. qui m'est venu à l'esprit aussi, comme ça. Alors que ça a vraiment pas eu un impact sur ma vie, juste cette année-là, je suis pas allé au championnat du monde, j'étais pour l'équipe de France, et l'année d'après, j'y étais de nouveau. Donc, Donc, tu as été au championnat du mais monde. j'ai fait quelques championnats du monde et d'Europe en voile, ouais. Quel type de J'étais voile? C'était quoi j'étais en optimiste, là, le tout petit Ouais? bateau au début, et après un bateau qui s'appelle le 420, Oui. qui fait Donc, c'est des 4 m 20, dériveurs. voilà, à 2 personnes. Ah ouais, Juste ça, ouais, toute ma vie jusqu'à ma majorité, quoi, on va dire. c'est quand même classe. Ouais, c'était très cool. C'est un échec assez classe, quoi. Ouais, non, franchement, c'était pas beau à voir. En vrai, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Ouais. C'était terrible. Euh, Mais après, pour revenir plus au monde professionnel, en fait, j'ai pas trop de regrets parce que j'ai jamais eu trop d'objectifs. Je me suis toujours laissé porter. ouais. J'ai bossé à l'INRA, j'étais vraiment très bien, j'adorais ce que je faisais. Un jour, on m'a proposé ce truc en Australie, j'ai décidé d'y aller. C'était super, mais c'est vraiment tombé du ciel. Et quand je suis rentré en France, j'avais un projet, mais en fait, on m'a proposé autre chose qui, pareil, est tombé du ciel et c'était très bien aussi. Et du coup, bah, je peux pas trop avoir de regrets parce que j'ai jamais eu vraiment d'objectif. Alors, Est-ce que tu penses que, notamment, ce qui a porté aussi tous ces projets, tous ces gens qui t'ont identifié, c'était aussi à cause de ton activité accessoire? oui, Du fait complètement, que ouais. tu sois visible par Air Gallery Complètement. et tout ça? En fait, la personne en Australie qui m'a contacté, elle m'a contacté parce qu'elle connaissait mon site Airgraph Gallery, que ses étudiants l'utilisaient, ses doctorants l'utilisaient, et du coup, il s'est dit, bon, bah lui, c'est sûr qu'il sait faire de la vise, Oui, on va lui proposer, on sait jamais. Et ensuite, le site qui a le plus de résonance, c'est Data2Viz. Même ouais, si c'est un site qui a moins de trafic, c'est un site où je donne beaucoup plus mon opinion sur ce que c'est un graphique, etc. Alors que le site sur R, c'est jamais que du code, quoi. En fait, c'est juste de la documentation. Et Data2Viz, il a eu beaucoup plus de résonance pour bah, des gens voilà, qui m'ont invité à des meet-up. Bah, je crois que c'est un des CEO de ma boîte qui est tombé sur Data2Viz et qui du coup a demandé à l'équipe de recrutement de me contacter pour Datadog, la boîte dans d'accord. laquelle je suis maintenant. Donc ouais, ce site-là, il a eu plus d'impact sur les Sur gens ta qui me carrière, ouais. contactent quoi, sur ma carrière. Mais oui, clairement, ça a eu un impact énorme, énorme sur ma carrière. Clairement. Mm. C'est sûr. Ouais. Et je pense que c'est pas fini parce que je suis encore à fond là-dessus et que j'ai plein d'idées de projets et que j'ai envie que ça devienne, ouais, que ça devienne le plus gros possible. Ouais. Ça me fait Ouais. délirer. Ouais, non, mais c'est vraiment des beaux projets, quoi. Moi, je le vois vraiment du côté utilisateur, quoi, et je me dis, ah oui. Ouais. Je pense que, en fait, je pense qu'on a tous cet avis-là sur son travail, mais tu fais quelque chose, t'en es à peu près content, tu le publies, et puis quelques années après, tu le regardes et tu te dis, ah là 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 là. C'est vrai que moi maintenant, quand je retourne sur Airgraph Gallery, qui est mon premier site, je me dis, ah, c'est terrible quand même, il y a vraiment du taf, ça pourrait être beaucoup mieux. Ouais. Mais Oui, je sais ce que c'est à une autre échelle, hein, mais ouais. Mm. une plus petite échelle avec la chaîne YouTube, tu vois, tu dis, ah là 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 là. Ouais, voilà, c'est ça quoi. En fait, forcément, dans ta vie pro, tu progresses, tu deviens de plus en plus fort, tu as de plus en plus de connaissances, Ouais. et tu prends de plus en plus de recul sur ce que tu fais. Donc ouais, forcément, quand tu le regardes a posteriori, ça fait un peu peur. Mais bon, les gens l'utilisent, donc c'est quand même que c'est Oui, utile.
Ah, moi, j'y suis allé cette semaine, par exemple. Bon, ben, voilà. Euh, et ben justement, on va continuer un peu sur cet aspect-là. Est-ce que tu vois, toi, par exemple, des choses qui t'enthousiasment qui vont arriver? Je sais pas, une nouvelle techno ou un nouveau projet Alors, en fait, dans le monde de JavaScript, le monde dans lequel je suis Ouais, maintenant, il y a un concept qu'on appelle la JavaScript fatigue. ouais, C'est-à-dire que toutes les semaines, il y a des nouvelles technos, il y a de nouveaux frameworks, il y a des nouveaux packages. Et donc en fait, c'est plus de l'enthousiasme, c'est de la fatigue. d'accord. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je trouve à la fois génial et à la fois épuisant dans le monde de la programmation, dans le monde de la data. C'est qu'il y a tellement de choses, l'ensemble des outils à connaître, à maîtriser, il est tellement énorme que dans une vie, c'est impossible de tous les avoir. Oui, Et donc du coup, en fait, j'arrive même pas à être enthousiaste quand il y a quelque chose de nouveau qui sort, parce qu'il y a déjà tellement de choses que je connais pas et que j'aimerais connaître, que je suis presque frustré de pas réussir à tout savoir, quoi. Donc je suis plutôt à un stade où il y a déjà X choses que j'ai envie d'apprendre, plutôt que de me dire, waouh, ça, quand ça va sortir, ça va être d'accord. génial. Après, il y a quand même quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup, c'est qu'on est quand même à un âge d'or de la visualisation de données. Et c'est encore plus vrai depuis l'époque du Covid. Ouais, C'est-à-dire que la data vise est de plus en plus omniprésente dans notre monde. Un, parce qu'il y a de plus en plus de données, tout simplement. Et deux, parce que les médias commencent à s'y mettre. Et ça, c'est quelque chose qui m'enthousiasme. ouais, Quand j'ouvre le monde et que j'ai une vise interactive magnifique au milieu d'un article, faite par les décodeurs ou autre, ouais, ça m'enthousiasme. Et là, je me dis que c'est vraiment chouette et que le grand public va commencer à comprendre ce que c'est la data vise, va commencer à s'habituer à d'autres types de graphiques, etc. Et qu'on va pouvoir rendre les gens plus malins grâce à ça, et qu'il va y avoir des super projets pour les gens comme toi et moi qui analysent des données et visualisent des données. Donc ouais, ça m'enthousiasme grave. Donc c'est pas forcément un outil, mais c'est plutôt voilà, le fait ouais, que la data vise devient de plus en plus présente. de Ouais. plus en plus présente. Je Ça me c'est suis, chouette, ouais. moi, je me suis fait cette réflexion à la dernière élection présidentielle, avec les soirées tu sais, de débat des résultats, où maintenant ils ont plein de graphes, des cartes interactives, Exactement, ouais. où ils zooment en live, ils regardent. Donc il y a le pays, puis ils vont regarder une Mm. région, puis le département, et ainsi de suite, ils descendent et tout. C'est fantastique. Et que, quand je me dis, oui, bah alors si pour la soirée de l'élection présidentielle, où je pense qu'ils ont une pression de fou pour que tout soit au poil de cul, Mm. ils font ça, c'est que. C'est que ça devient important pour les Voilà. gens, quoi. Je sais pas si tu as vu cette couverture du New York Times. Donc il y a eu un pic de démission et de chômage du Ouais, coup aux aux États-Unis, ouais. États-Unis. Le New York Times, ils ont fait leur une avec un graphique qui part du bas jusqu'au haut de la une. Et j'étais là, ah mais là c'est incroyable, quoi. Ouais. Vraiment la vie, ça devient quelque chose d'important pour les journalistes. Maintenant, on va pouvoir faire passer de l'info, ça va être fantastique. Ouais. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir, ouais. Ouais, moi, parfois, je lis des journaux ou des magazines et je tombe sur un truc moche, tu vois. Une infographie toute moche, une datavis toute moche, et j'ai envie Mm. de les appeler et de leur dire non, mais les gars, Ouais, complètement, ouais. la prochaine fois, envoyez-moi les données, je vous fais un truc plus joli, quoi. Ah bah ouais, bah, carrément. Carrément. Mais je pense que les journalistes, ils se forment de plus en plus et ils Ouais. comprennent de plus en plus comment faire une vie sympa et ils ont de plus en plus d'outils sympas aussi pour pouvoir faire leur taf. Ouais. Puisqu'on est là, je vais faire 2 pages de pub d'outils que Ouais. j'aime beaucoup. Il y a un outil qui s'appelle Data Wrapper. Je Ouais. sais pas comment dire ça en français. Oui, data wrapper, ouais, C'est des Allemands qui font ça et c'est un outil qui, je pense, pourrait être super utile pour des chercheurs qui n'ont pas le courage d'apprendre à programmer en R parce que ça prend du temps d'apprendre à programmer. Donc c'est un outil dans lequel on copie-colle son fichier CSV par Ouais. exemple. Et ensuite, il y a un certain nombre de types de graphiques qui sont proposés, il y en a énormément. Et il y a tout ce qu'il faut pour créer un graphique super joli, super efficace, juste en clic-bouton, quoi. Juste Ouais. en faisant glisser des titres, glisser des annotations, etc. Je trouve ça super puissant. Et je trouve que c'est vraiment des outils qui pourraient être utilisés des fois dans la recherche. Même si moi je suis à fond programmation, recherche reproductible, le faire en R, en Markdown, etc. J'ai aussi vu des fois des gens qui perdaient des journées entières à construire un graphique en R, alors qu'ils auraient pu le faire en 10 minutes là-dessus. Et bon, bah voilà, ils sont spécialisés dans tel domaine de la biologie, la programmation c'est pas leur truc, c'est pas grave, quoi. Peut-être que... Donc ça c'était la page de pub numéro 1. Et Ouais. la page de pub numéro 2, c'est le dernier site que j'ai fait qui s'appelle dataviseinspiration.com. Ouais. Et donc, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés par ce qu'on vient de dire, là, cette une du New York Times dans laquelle il y a un super graphique ou les graphiques de Le Monde ou quoi, c'est un site, à chaque fois que je vois un projet de vise que je trouve super, je fais un petit screenshot de la vise en question et je la mets sur le site. Donc, Ouais. c'est un peu comme Pinterest,
mais avec que des projets les de graphes. vise stylés. Et donc, si un jour il y a un auditeur qui veut faire, je sais pas moi, un scatterplot, il va sur dataviseinspiration.com et clique sur scatterplot et il va voir des dizaines de scatterplots trop stylés qui ont été faits par des gens avant nous et c'est pas mal pour s'inspirer. Voilà. Ouais, Ouais, non, mais vraiment de l'inspiration pour faire un joli graphique, quoi. c'est top. D'ailleurs, moi, je suis tombé sur il y a pas longtemps une data vise et il faut que je te l'envoie parce Ah, qu'on en avait parlé un petit peu avant. Dans un papier scientifique, j'en ai trouvé une trop belle. Donc, je me suis dit, ok. attends, c'est rare. Ah Donc, bah, super. donc Carrément. je te l'enverrai. Je trouve ça. Moi, j'ai aussi un livre qui s'appelle Data is Beautiful. Ouais, ouais, je l'ai aussi. Ouais, Et de temps en temps, tu sais, quand j'ai un nouveau graphique que je sais pas quoi faire, tu sais, je feuillette. ouais, ça donne carrément de l'inspiration. Ouais. Juste pour avoir de l'inspiration. Et je crois qu'il y en a d'autres je crois que l'auteur en a fait d'autres et tout, il faudrait que je les Mm. achète. Mm. Parce que j'avais aussi acheté des livres de Pat de la DataVis, de Tuft, des trucs comme ça. C'est beaucoup moins rigolo. Mais voilà, ils sont vraiment pas Carrément. intéressants à lire en fait. Enfin, Mais moi j'ai trouvé clairement, ça dur à Data lire. is Beautiful, je trouve que c'est un bouquin à laisser traîner chez soi, sur son canapé, que Ouais, des grave. invités peuvent feuilleter. En fait, c'est à la fois beau et informatif. Voilà. Ouais, c'est un super bouquin. Moi, à chaque fois que je le montre à des gens, parce que je le montre à mes étudiants, tout ça et tout, Mm. chaque fois ils reviennent avec, il y a un graphe dedans sur la qualité des chiens. La qualité des chiens? Ouais. Ok. Il y a en fait sur c'est une sorte de scatterplot Mm. avec en ordonnée c'est la popularité du chien Mm. et en abscisse c'est une qualité du chien. D'accord. Donc c'est un truc pondéré sur l'intelligence, la bonne santé, tout ça et tout. Et il te Ok. dit donc ça c'est le chien le plus populaire mais le moins bon en qualité. Donc Ok. ça c'est le bulldog français, tu vois. D'accord, ok. C'est-à-dire que c'est malade tout le temps, c'est pas résistant, mais c'est extrêmement populaire. Et ça c'est le chien qui est jamais malade mais qui est pas du tout populaire, tu vois. Ok. Et c'est assez marrant quoi, de dire Mm. qu'on peut faire des graphiques sur les chiens, Ah ben, les races de chiens. dans ce bouquin-là, c'est vraiment ça, quoi. T'as des Voilà. articles sur plein de sujets de la vie de tous les jours, et du coup, il y a moyen d'apprendre plein de Ouais, choses. ils sont vraiment bien. Mm. Et bah, ça me fait un enchaînement parfait pour ma dernière question qui est est-ce que tu as une recommandation culturelle, un truc, un livre, un film, une série, un truc que tu aimerais partager avec nous, de la musique? Alors, waouh, ah bah alors, Tu peux en dire bah moi plusieurs j'ai si tu plein de veux. trucs, hein. Vas-y, vas-y. Enfin, moi, il y a plein de choses que j'aime, quoi. Ouais, Alors, un bouquin de tech, ouais, parce qu'on a quand même pas mal parlé de tech. Pour moi, la Bible en R, ça reste le bouquin qui s'appelle R for Data Science de ouais. Hadley Wickham. Et en gros, c'est un bouquin qui parle du tidyverse. Mais je peux pas finir cette interview sans parler du tidyverse. Ouais. Pour les gens qui savent pas, il y a R, et ensuite il y a des gens qui travaillent maintenant pour RStudio qui ont créé une autre branche de R qui s'appelle le tidyverse. C'est un package qui permet de faire la même chose que R, mais avec une autre syntaxe qui est beaucoup plus simple à apprendre, Tellement. qui pour moi fait une énorme différence. Moi, mon avis personnel, c'est que sans le tidyverse, R aurait disparu au profit de Python. Donc voilà, R for Data Science, pour moi, si vous faites du R, c'est vraiment un super bouquin. Ensuite, pour la data vise, en ce moment, je suis en train de lire le bouquin de Alberto Quero qui s'appelle How Charts Lie. Et Ouais. c'est un graphique qui montre un peu comment la data vise peut être puissante pour expliquer des choses, mais comment aussi elle peut être puissante pour raconter n'importe quoi. Ouais. Et c'est très relié avec le monde réel. Donc ça peut intéresser même des gens qui font pas forcément de la science, parce que Oui. bah, on en parlait, tous les jours dans les news, on voit de plus en plus de graphiques. Donc ça peut être intéressant d'avoir un minimum de littérature sur comment les gens peuvent nous triquer Ouais, avec manipuler des avec nous des manipuler graphiques. Ouais. Je suis désolé de mettre de l'anglais partout. Non, non, mais tu bosses en anglais. Ouais, voilà, Voilà. je ressens vite fait. Voilà. En musique, moi j'écoute beaucoup de reggae. Il y a le D'accord. dernier album de Bigaranx qui est sorti il y a pas longtemps. Et il y a même une chanson qui s'appelle Montpellier, C'est vrai? Ah, que j'écoute en boucle. d'accord. Ça c'est pour de la musique. Et après, en littérature, honnêtement, je lis pas beaucoup. Ouais. Parce que dans la vie de tous les jours, je suis T'as pas le trop temps. pris par mon monde. Mais quand je suis en vacances, j'arrive quand même à lire un petit peu. En ce moment, je lis Le Comte de Monte Cristo. Et C'est vrai? franchement, Ah, je trouve ça génial. Même si ça n'a rien à voir avec la choucroute, j'aime beaucoup. d'accord. Et, Bah, et voilà. c'est Hein. déjà pas mal, hein? Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Et ben, merci pour tout ça. Et pour terminer, si suite à cette vidéo, des gens veulent te contacter pour discuter avec toi, c'est quoi le moyen le plus efficace? Alors, vous pouvez. Le mieux, c'est peut-être de me contacter sur Twitter. D'accord. J'essaie de passer un peu de temps sur Twitter, même si je suis vraiment pas très réseau social de base et un peu timide sur les réseaux sociaux. Je poste pas beaucoup, mais je suis quand Ouais. même sur Twitter. Je m'appelle rgraphgallery sur Twitter. Et sinon, j'ai une page web qui s'appelle yann-holt.com. D'accord. Et dessus, il y a mes coordonnées. Donc, vous pouvez me joindre de plein de manières différentes, par mail ou par Bah, super. ce que vous voulez. Et ben, merci. Voilà. Bah, merci à toi de m'avoir proposé. C'était rigolo comme idée.